Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails et les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux, je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e et dernier épisode de Pause Report Live, enregistré ce mercredi 5 février depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, en public, avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Chaque semaine, pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on a expliqué, je conjugue au passé, c'est la dernière, c'est ici que l'on a expliqué, décortiqué, décrypté et analysé ce qui s'est passé sur la course en compagnie de nos consultantes et de consultants. Et avec nous ce soir, un consultant un peu particulier, un invité unique et exceptionnel que je vais vous demander d'applaudir très très fort, monsieur Johan Richomme. Bonsoir. Le skipper de Paprec-Arcea, 2e du Vendée Globe. Johan, merci beaucoup. On a annulé la séance de la semaine dernière parce que tu étais grippé et je crois que tu as la voix encore un peu voilée. Donc merci d'avoir fait... Moi, je suis pas terrible non plus, mais je vais y arriver aussi. Merci d'avoir fait l'effort de venir ce soir. Juste un petit mot, comment tu vas physiquement, du point de vue de la santé ? Je marche. Effectivement, je suis désolé pour la semaine dernière, on a dû annuler. J'ai passé une semaine cloué au lit. Après avoir gardé mes filles grippées quelques jours, c'était mon tour, normal. Et donc, entre la sortie de la grippe et le retour du Vendée Globe, je ne sais plus trop où j'habite. Mais écoute, je suis là et je suis content d'être là et c'est le principal. Super, un grand merci à toi. Alors, je disais tout à l'heure que c'était un format un peu particulier parce qu'on a demandé sur les réseaux sociaux de Tip & Shaft et sur le groupe WhatsApp Into the Wind, on a demandé les questions que les gens avaient envie de te poser et puis on aura des questions de la salle aussi. Mais j'en ai quand même quelques-unes avant. Est-ce que tu peux je sais que tu es connu pour ton franc-parler, tu es un bon client au sens noble du terme, comme on dit dans le métier de journaliste. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est très concrètement le retour à terre d'un marin du Vendée Globe une fois que l'écume de la gloire du champagne sur le pont de ton bateau en arrivant au sable est passée? Donc on a compris que d'abord il faut commencer par garder les enfants, chacun son tour. Ta femme a travaillé pendant 64 jours, maintenant c'est à toi. Mais raconte-nous un peu ce que c'est concrètement et l'atterrissage, parce qu'il n'est pas forcément funky, tous les jours funky, quoi. Ouais, alors du coup, c'est pas 64 jours pour ma femme, c'est plutôt 6 mois. Ouais. Parce que, elle forcément, elle m'a trouvé absent depuis longtemps avant le départ. Ouais. Ça, c'est normal, c'est lié à notre implication dans le projet et puis à l'intensité avant le départ, notamment le village et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on a vécu après l'arrivée? Une super tournée à Paris déjà. C'était un bon moment que j'ai pu partager avec Charlie. On a fait 4 jours, enfin lui 4 jours, moi 3 jours de différents plateaux et c'était un super accueil à Paris. Moi j'ai passé un bon moment. Les gens avaient... donner l'impression, même comme le public, d'avoir vécu un super bel événement et que ça leur avait apporté plein de joie, plein de bonheur, de découverte. Et ça, c'était assez exceptionnel parce que forcément, nous, on vient d'un univers où on n'a pas vécu ça. Même si j'avais quelques retours en mer, on découvre un peu quelle a été la tonalité de ce Vendée Globe. Donc voilà, il y a eu cette petite découverte-là. Et puis après, retour maison avec l'envie de faire plein de trucs et l'énergie de rien faire. Donc ma job list, elle est toujours au même point. Ça fait 3 semaines que je suis là. J'ai pas fait grand-chose. Et en fait, alors si on plonge un peu direct dans le sujet, j'ai un espèce de néant un peu dans ma tête où à la fois se mélangent plein d'idées
et la volonté de ne rien faire. Et ça va être le cas puisque dans 2 jours maintenant, je pars en vacances pour 15 jours environ, ce qui me fera beaucoup de bien. Mais c'est vrai que c'est une sorte de blues, hein, forcément, un petit peu suite à ça. Alors, je vous l'expliquerai, je ne vais peut-être pas tout raconter maintenant, mais assez bizarre puisque il y a une sorte de néant. Je ne me souviens pas de grand-chose, en fait. Donc, Ah oui, t'as évacué. Ouais, enfin, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait à l'arrivée du Vendée avec Charlie. On a l'impression que ça a duré 2 jours, ce qui était complètement fou, on sait bien, mais la sensation à l'arrivée, c'était ça. C'était complètement... Enfin, c'était extrêmement bizarre et perturbant. Et là, c'est toujours un peu la même chose, quoi, d'avoir vécu une grande journée. Alors hier, par exemple, on avait le rendez-vous avec les archis pour faire le débrief. Donc on a creusé. Alors en creusant, j'y arrive, mais tu sens que, soit par l'intensité ou par la fatigue, je sais pas, les souvenirs ne sont pas vraiment bien ancrés, quoi. Et surtout les souvenirs négatifs, ce qui est un classique, ça, généralement. On les efface assez vite. C'est la définition même du marin. C'est pour ça qu'on y retourne, d'ailleurs, souvent. Voilà, donc voilà, c'est un petit mélange de tout ça, d'envie de rien faire, de récupérer, d'aller ailleurs, et à la fois presque une envie de se souvenir, mais de ne pas forcément y arriver. Et donc, peut-être laisser le temps au temps, quoi. Ça reviendra. Et tu arrives quand même à prendre du plaisir dans cette situation-là en disant je voulais faire le Vendée Globe, je l'ai fait, je fais 2e, c'est une belle perf. Est-ce qu'on a une forme de sérénité ou de plaisir qui est distillé ou tu es plus dans une situation que tu subis un petit peu? Non, une fierté, ouais, quand même, hein, d'en être là. Enfin, je pense que Pierre-Yves et quelques-uns dans la salle sont très bien placés pour témoigner de mon parcours et des challenges tout au long de ce parcours. Et donc, forcément, ouais, le fait d'y être arrivé, ça prime par-dessus tout. C'est... Même là, tu vois, quand on essaye de se relancer dans la saison prochaine, c'est juste, ça nous ramène à tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver, l'énergie qu'il faut développer. Et puis un petit peu, moi, mon ressenti, c'est quand je vais au hangar et tu as 20 paires d'yeux sur toi, en mode, c'est quoi le tempo, chef, quoi. Alors, je suis pas le seul chef dans la boîte, donc ça va, et ça tourne quand même, mais tu te dis, ouais, tu es quand même là pour donner le tempo, donner l'énergie, et aujourd'hui, c'est pas tout à fait là. Mais voilà, la fierté, ouais, d'avoir accompli ça, d'avoir emmené tout le monde là, de rendre alors j'ai souvent dit une belle copie, mais c'est vrai que le bateau, on l'a démonté aujourd'hui, il est impeccable. On en découvrira peut-être à travers les différents démontages, mais là, en enlevant la quille, le mât, les safrans et tout, et il est impeccable. Et donc, c'est une fierté parce que c'est un peu double, c'est-à-dire à la fois du travail accompli avant, de la qualité du travail de l'équipe et de la mise au point, des archis, tout ça, et de l'utilisation, puisqu'on sait qu'on l'a utilisé fort. On a très peu de casse au final, que ce soit ou Charlie ou moi. Et je pense que c'est là que réside une partie du plus gros du challenge, c'est de bourriner sur ces machines-là sans les casser, quoi. Et ça, c'est pas évident. Et tu arrives déjà à te projeter, on te projette déjà dans la suite. Il faut faire, c'est qui ton équipé pour la Jacques Vabre, il y a le Fastnet, est-ce qu'on fait la course de Dunkerque? Tu es déjà dans ça, tu as déjà en tête les plannings ou on te force à ça déjà un petit peu, ou tu arrives toi-même à te projeter? En fait, j'arrive à me projeter parce qu'on a déjà traité les sujets, même avant de partir. On s'organise très tôt, c'est avec Romain qui dirige l'écurie. C'est vraiment notre truc, c'est d'avoir le coup d'avance tout le temps parce qu'on sait que là, on se fait dépasser. Et effectivement, si là, aujourd'hui, je devais trouver des équipiers pour le tour, un co-skipper, savoir mon calendrier, ce que je veux faire, ça serait beaucoup plus difficile et je le ressens aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a eu 2-3 petits aléas où on s'est dit, en fait, on va devoir faire cette course-là. Et là, on sentait que non, on atteignait la limite quand même du calendrier. Donc, on est organisé pour la saison. Moi, j'ai signé un co-skipper pendant le Vendée Globe, une équipière aussi pour le Tour d'Europe, d'autres détails forcément qu'on a travaillé. Et puis après, tu vois, la logistique, ça commence demain, du Tour d'Europe notamment. Donc voilà, j'arrive à m'y projeter parce que c'est une perspective qui m'intéresse. Je l'ai toujours dit, hein, l'équipage et le double, ça me motive énormément. Donc là, on a vraiment une belle saison devant nous. Et à la fois, ça fait un peu montagne aussi quand même, hein, tu vois, parce que pour décrire un peu la situation, nous, le bateau, il va retourner à l'eau fin mai. Et on va avoir, pour simplifier, tout le mois de juin
en sortie avec des invités à bord. Donc c'est 4 à 5 groupes par jour, 5 jours par semaine. Donc je ne vais pas tout faire, mais c'est une grande partie, c'est moi. Et puis après, on break début juillet, 15 jours. Et après, du 20 juillet au 20 novembre, le bateau est sur la route, en gros. Et donc, on fait et le Fastnet et le Tour d'Europe. Le mois et demi Tour d'Europe facile, sans compter le convoyage retour. Mhm. Convoyage retour, le pit stop à Lorient, puis le village au Havre, la Jacques Vabre. La Martinique et retour. Et voilà, exactement. Donc là, ça enchaîne fort et on a beaucoup d'éléments à intégrer. Ça fait des grosses... c'est presque qu'on sort, tu vois, de l'écurie un peu française standard avec un mélange de personnes qui vont faire le tour d'Europe et d'autres les chantiers et gérer les déplacements de tout le monde et les temps, un peu plus comme une Volvo, une mini Volvo, quoi. Ça va être sympa. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé quand je naviguais, c'est que après une grosse saison à mon échelle, ma toute petite échelle à moi de ministre ou en classe 40, c'est le temps qu'il fallait pour retrouver l'envie. Quand on a fait un Vendée Globe et surtout un enchaînement de courses comme vous l'avez fait, vous avez beaucoup navigué, hein, tous les bateaux ont beaucoup navigué. Est-ce qu'il faut du temps pour retrouver le goût, l'envie, ou est-ce que tu sais que de toute façon elle va revenir et que ça t'inquiète pas? Un jour, elle partira et je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Donc c'est vrai, pour compléter, donc on a fait quasiment 2 tours du monde en 18 mois. Donc 4 transats et un tour du monde. J'ai eu du mal plusieurs fois à retrouver la motivation. Je trouve que dans notre projet, elle a été relativement facile à trouver parce qu'on avait un bon bateau, une bonne équipe, des bons résultats. Donc, tu vois, d'y retourner, c'était pas très dur. Il y a eu éventuellement New York-Vendée qui était notre moins bon résultat. Mais par exemple, après New York-Vendée, donc ça devait être une arrivée le 10 juin. Je crois que quasiment au 20 juillet, j'avais toujours pas récupéré. Donc, quand tu as l'échéance du Vendée Globe qui arrive derrière, tu commences à te dire que va falloir que ça revienne parce que sinon ça va être compliqué. Et donc là, par exemple, on avait fait 1 mois et demi sans sport de mi-juillet à fin août parce que ça revenait pas, quoi. On n'était pas capable de tirer sur la machine. Et donc là, c'est un peu le même cas. Sauf que je pense qu'avec les expériences, on a de meilleures connaissances. Donc on fait et les examens médicaux, et les compléments alimentaires, et l'arrêt du sport, sauf les étirements ou des choses comme ça, pour essayer de générer le maximum de repos le plus vite possible. Donc pour moi, et voilà, mon échéance, c'est un peu fin mai, quoi. Avant fin mai, j'ai pas d'obligation d'être motivé par ça. Et je pense que ça reviendra, clairement. Les objectifs sont hyper motivants. Mais par contre, je me méfie quand même qu'à la longue, il y ait de l'usure, quoi. Ça fait des grosses saisons. Ça fait long, là, tu vois, en gestion de planning, mais ne serait-ce que familial, quand tu parles de 15 juillet, 15 novembre, un peu compliqué en termes de planning, voilà, les saisons s'enchaînent et ça pèse à la fin, quoi. Donc, ça fait partie aussi des éléments que moi j'avais mis en avant à l'arrivée. Pardon, je te coupe, mais beaucoup. Alors, cette question, il faut la poser, mais. Est-ce que tu as envie de repartir là que le gars vient de poser ses pieds sur le ponton? Elle est pleine de paradoxes, mais elle est aussi intéressante pour voir comment vous réagissez. Mais toi, ils disent tous, ça dépend, il y a pas mal de paramètres, notamment est-ce que j'ai un sponsor, un bateau. Et toi, tu disais toujours, et puis il faut que je demande à ma femme et à mes enfants, quoi. On sentait que c'est un paramètre dont les marins parlent assez peu, mais qui est un paramètre qui pèse assez lourd, quoi. Bon, il pèse lourd, hein, comme dans toutes les vies professionnelles qui t'envoient longtemps ailleurs. Ça a une influence sur tout le monde. Et dans ces conditions-là, moi, ça a une influence sur ma famille directe, mais aussi indirecte, puisque tout le monde subit mon Vendée Globe, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Donc voilà, c'est aussi le moment, après la course, de réunir un peu les débriefs de tout le monde, de comment ça s'est passé. Et il y en a, je peux te dire, on ne fait pas tout bien, t'imagines bien. Mais c'est un peu une phase de questionnement général. Enfin, moi, j'ai une compagne en plus qui commence un business à côté, donc il va perdre de son temps libre d'une certaine manière. Donc voilà, il faut générer la discussion autour de tout ça pour essayer de trouver un équilibre pour la suite, et du coup aussi avec les sponsors, avec le calendrier qu'il y a à venir, parce que en fait la problématique c'est que c'est très motivant. C'est des bateaux qui sont motivants, même s'ils sont durs, et ça on l'a expliqué et je pense qu'on reviendra dessus. C'est un privilège incroyable d'atteindre ce niveau-là et d'avoir ce niveau de financement, de qualité de projet. Vous l'avez peut-être vu, on a un hangar en rénovation à côté, on en loue un autre pour faire l'entretien de notre bateau.
c'est quand même ce dont on a rêvé depuis pas mal d'années. Et donc, je vais pas balancer tout ça d'un seul coup, clairement. Effectivement. Est-ce que tu es accompagné pour ton retour? Est-ce que tu es accompagné par les nutritionnistes? Tu parlais de compléments alimentaires. Est-ce que tu es accompagné par la préparatrice physique habituelle? Est-ce que tu es accompagné par un préparateur mental? Est-ce que ce retour-là est balisé ou tu te débrouilles dans ton coin? Alors, balisé, c'est peut-être un peu exagéré. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus professionnel sur la démarche, clairement. Alors, on avait pour une étude à côté de l'IMOCA des tests physiologiques en arrivant. Donc, j'ai bien vu que j'avais pris 5 kilos. C'était nickel. T'as pris 5 kilos? Ouais, j'ai bien mangé. Un mythe s'effondre, quoi. Ouais. J'étais deg. Donc moi, par exemple, c'était mon régime le régime le plus cher que j'ai jamais fait, quoi. C'est vrai. Ouais, Maraude du Rhum, c'était le régime le plus cher que j'ai jamais fait. Bon, alors après, pour expliquer quand même à tout le monde, on travaille pour ne pas perdre de poids parce que c'est globalement un élément antinomique de la performance. Du coup, on fait gaffe à ça, mais j'avais pas l'impression d'avoir énormément de bouffe, mais apparemment, peut-être un peu trop quand même. ou alors, on fait pas grand-chose. Ça, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a, quand tu as un bateau qui avance, entre guillemets, tout seul, mais c'est-à-dire que moi, j'ai un bateau qui a très peu de coups de frein et tout ça, donc qui a une dynamique assez permanente. Tu es quand même un peu spectateur du bateau au final, mais c'est un peu un but, hein, c'est ce qu'on cherche à faire. Oui. Être en avant du front, que ça glisse tout seul, que le pilote travaille et qu'il n'y ait pas trop de régule que tu aies tes réglages moyens, que tes pilotes en réglage assez performants tout le temps et que toi, du coup, tu puisses te la couler douce le plus possible. Donc les 5 kilos sont le fruit de la performance. Exactement, tu as tout compris. Voilà. Moi, je suis assez fort en performance aussi. Et du coup, je fais gaffe en rentrant. Et écoute, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir le kiné-ostéo au sable. Donc, il a posé les mains sur mon dos comme ça. Il a fait... Oh, c'était tendu de chez tendu. Un truc comme on n'avait jamais vu. Pourtant, ça fait 15 ans qu'il me suit. Et ça, c'était une des choses marquantes de l'arrivée. C'était le niveau de contracture je pense pour protéger le corps des chocs et des mouvements permanents et tout ça. Donc ça a mis un peu de temps à être récupéré. On a réussi à passer ça rapidement avant d'être grippé, donc ça c'était nickel. Et puis après un petit peu de suivi médical et tout ça, mais bon, comme tout va bien, il n'y a pas de signaux particuliers. Et là, je commence à ressentir le besoin d'avoir ma préparatrice mentale au téléphone. Mais elle n'est pas disponible parce qu'elle vient d'accoucher. Donc il va falloir que j'attende un peu. Mais c'est mal organisé comme timing. Ouais, quel timing affreux. Et voilà, mais voilà avec pas mal de questions qui se posent, notamment les questions d'avenir, les questions d'avoir envie d'y retourner, de motivation. Et c'est pour ça, c'est excellent d'avoir quelqu'un de totalement neutre, voire quelqu'un qui comprend les problématiques de haut niveau, pour pouvoir un peu vider son sac d'une certaine manière, même si c'est pas un déballage très violent. Enfin, ça l'a jamais été récemment pour moi, mais voilà, ça c'est quand même hyper bénéfique. Et surtout de ne pas décharger ce sac d'émotions, potentiellement, sur quelqu'un de la famille. Parce que ça, c'est hyper néfaste dans un couple ou dans un truc comme ça, d'aller... donc, d'une certaine manière, je ne peux pas tout dire en fait, à tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a des choses, et ça, je m'en suis rendu compte, il y a des choses qu'en fait, même des proches ne sont pas capables d'entendre. Et ce n'est pas une méchanceté, c'est juste la réalité de comprendre ce que c'est que de vivre du haut niveau comme ça pendant longtemps. Et voilà, donc il faut trouver les bonnes personnes. Et justement, c'était une question que j'avais. Est-ce que vous vous appelez un petit peu entre concurrents après? Du style, tu veux pas aller boire une bière, j'en peux plus. Ils sont pas encore rentrés. Il y a une partie qui est rentrée quand même. Je rigole. Ouais. Non. Oh, écoute, je pense que... C'est un petit club au final après. Quand tu as fait le Vendée Globe, vous êtes quand même côtoyés pas si loin que ça les uns les autres. Oui. Tu pourrais te dire... Parce que les seuls qui ont vécu et qui savent à peu près ce que vous avez vécu, à l'arrivée des transats, vous aimez bien vous retrouver entre vous. Au bar des hôtels, on vous voit souvent discuter. Il y a ce petit côté, vous avez fait ça ensemble, quoi. Oui, complètement. Après, voilà, donc les calendriers ont fait que on s'est pas beaucoup vus tous, hein, et que là, on a plus envie de passer aussi du temps chez nous, tranquille, famille, machin, vacances. Donc ça viendra peut-être, mais tu vois, par contre, c'est un des regrets
de ces années-là, c'est-à-dire que c'est une catégorie, hélas, où on n'arrive pas à trop se croiser. Et ça, c'est un peu un drame humain entre nous, en tout cas. C'est un petit drame humain à notre échelle. Mais tu vois, par exemple, Damien Seguin, avec qui je partage un hangar, on n'a même pas réussi à les bouffer une fois en 3 ans, quoi. Alors, bien sûr, on y serait arrivé si on s'était fixé ça comme objectif, mais le constat, au final, c'était ça. Et c'est un peu dommage, et c'est un peu pareil. On arrive, tu vois, là, avec des écarts monstrueux. Moi, je voulais descendre lundi matin parce qu'il y en avait plein qui arrivaient, notamment Damien. J'ai pas pu parce que j'en avais 3 de malades dans les lits à la maison. Donc, voilà, je me voyais pas les abandonner comme ça. Et voilà, c'est juste la réalité qui fait qu'on n'arrive pas à trouver du temps entre nous. Et ça, c'est toujours un peu dommage. Et c'est un peu la qualité des petites régates en Figaro, en d'autres catégories. Avec Escale, par exemple. Avec Escale. Avec Escale, voilà. On se retrouve à l'Escale. Voilà. Et donc, moi, j'ai plutôt des envies de courses comme ça, ou des Spi West, tu vois, où effectivement, le soir, tu rentres et puis tu bois une bière, quoi. Et ça fait du bien. J'ai une question vraiment toute simple, sans rentrer dans les détails de tout ton Vendée, mais par rapport à ce que t'en as rêvé longtemps, tu l'as préparé, professionnellement, tu t'es projeté dedans. Est-ce que la réalité à laquelle tu as été confronté en faisant le Vendée Globe correspond de près ou de loin à ce que tu t'étais projeté? Est-ce que tu t'es imaginé de ce qu'était un Vendée Globe moderne? Est-ce qu'il y a plein de choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a plein de choses qui ont été conformes à ce que tu avais projeté et organisé? Ou est-ce que ça reste un saut dans l'inconnu? Non, c'était pas un grand saut dans l'inconnu. Je pense que j'avais bien fait mes devoirs avant. Alors, j'avais pas mal discuté avec forcément des marins qui l'avaient fait. Alors, déjà observé. Alors, j'avais eu la chance de commenter le Vendée Globe 2020. Ça, je pense que pas mal s'en souviennent. Et j'avais fait 2016, en écrit sur Facebook aussi. Donc, j'avais quand même suivi plusieurs Vendée Globe. Je suis toujours attiré par les détails aussi dans les interviews, des choses qui peuvent être racontées. Et puis après, les briefings, les cours à Port-la-Forêt, notamment, où il y a quand même pas mal d'échanges. Alors même si c'est des bribes de temps en temps, mais tu chopes des infos. Et puis après, certains marins qui ont bien voulu un peu plus m'aider. Mais alors ça, c'est plus niveau matériel ou des choses comme ça. Comment tu t'habilles. Enfin, ta vie à bord, ton confort, il dépend de tous ces petits éléments que tu vas réunir dans ton bateau. C'est-à-dire comment tu manges, comment tu t'habilles, où est-ce que tu dors. Quelles sont tes systématiques? Comment est-ce que tu attaques des problèmes de réparation? Et ça, j'avais eu notamment Anthony Marchand, un jour, on était en train de se textoter, tu vois, j'étais dans mon lit, il était 22h et tout. Puis il me dit, ah ouais, faut que tu prennes ci, faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ci. Il était sur l'Arkea, Ultimate Challenge. Puis à un moment, je regarde la carte, il était en train de passer le Cap Horn. Qu'est-ce que tu fous à me parler, toi? Et en fait, il avait eu plein de bons petits conseils. Et ça, c'était top. Et donc, voilà, j'ai manqué de rien, en fait, sur ce Vendée Globe. Donc, Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui a été le plus loin de tes prévisions et de tes projections? Parce que dans l'expression rendre une copie propre, il y a justement cette préparation du devoir, cette préparation pas scolaire au sens négatif du terme, mais le fait que vous avez bossé, vous êtes des bons élèves, et donc du coup, les bons élèves, le jour de l'examen, ils rendent une copie propre. C'est ça l'expression. Et je pense que vous l'employez tous, et vous êtes beaucoup l'employé. C'est bien la première fois que je rends une copie propre. Parce que peut-être. À l'école, c'était pas le cas. Est-ce qu'il y a des matières où tu as été surpris par les questions d'examinateur? Écoute, franchement, ça va être un peu décevant, mais je suis pas si sûr. C'est intéressant. Ouais, je suis pas si sûr. J'essaie de me souvenir. Tu peux dire non, c'est une possibilité. Hein. En réalité, donc moi je me suis senti bien à bord du bateau. Donc tu vois déjà, enfin ça commence le design bateau me correspondait bien. Alors aujourd'hui, on revient avec forcément quelques critiques et on changerait 2-3 choses. Mais au global, ça se passait bien. J'avais une bonne vie à bord. On a mené un rythme intense, proche d'un rythme normal d'entraînement ou de transat. Enfin, j'ai pas senti à un moment vraiment. Et ça, par exemple, ça t'a pas les surpris? pieds. L'intensité que vous avez mise, tu y étais préparé? De l'extérieur, elle a surpris. Ouais, moi je m'étais préparé à ça pour pas tomber dans le travers qui était de dire je vais y aller mollo dans le sud à un moment et en fait se le prendre dans les dents. J'arrêterai là mon commentaire, mais je pense qu'il y en a qui regrettent cette attitude probablement. Voilà. Et parce qu'on a eu une météo atypique et on a eu, je le rappelle pour certains, mais une tempête dans le sud. C'est anormal complet. Donc à la fois, on ne peut pas tirer trop de conclusions de ce Vendée Globe parce que météorologiquement, il est anormal. Et à la fois, en termes de
préparation mentale, psychologique à cette épreuve, il fallait être d'attaque tout le début, parce qu'après, c'était fini. Dès la première nuit. Dès la première nuit, il y a des coureurs dont le retard au Cap Finistère n'a jamais été comblé. Oui, clairement. C'est vraiment la sensation qu'on a eue. Ce qui a été une de mes peurs, parce que j'ai pas réussi très bien mon début, mais par contre, Cap Finistère et Portugal, j'ai pas mal rattrapé. Et là, on a vu ceux qui étaient engagés et qui étaient prêts à mettre les watts d'entrée, quoi. Alors, en fait, moi, je m'étais déjà dit que le Vendée Globe 2020 avait un peu perturbé la vision qu'on pouvait avoir d'un Vendée Globe. C'est-à-dire, un Vendée Globe, normalement, c'est pas j'avance, je me fais rattraper, j'avance, je me fais rattraper. À un moment, ça part. Le Vendée Globe 2020, ça part jamais. Ils se retrouvent à nouveau à l'équateur, je crois, pour le dernier sprint final, pour arriver tous en 24 heures, je crois. Enfin, j'ai pas les détails. Et ça, c'était incroyable. Mais en fait, de la même manière que cette année est une anomalie dans le Sud, l'année 2020 est une anomalie en termes de redépart. Et donc, il faut faire gaffe de ne pas tirer des leçons de chaque Vendée Globe. Et donc, moi, un des trucs auxquels je m'attelle souvent, c'est à refaire les cartos des années et vraiment venir analyser à quel moment ça payait. Et clairement, tu vois, cette année, la descente de l'Atlantique Sud, c'est la descente de l'Atlantique Sud de 2016 d'Armel Lecléache et Alex Thompson et tout ça. Et ça se barre par devant. Et les concurrents craquent les uns après les autres. Parce que c'est dur. C'est un moment dur où le bateau te maltraite, il est à plein potentiel. T'as juste envie d'arrêter. Moi, j'avais mal au crâne, pour te dire. Enfin, à l'arrivée, on a hésité à faire un IRM carrément. Parce que tellement, en fait, t'es en micro-choc tout le temps. Et donc, tu sais plus où te mettre, tu sais plus trop où dormir. Et ça dure une semaine, voire plus. Je sais plus trop combien de temps ça a duré entre l'Équateur et quasiment Bonne-Espérance. Sauf que le seul truc que je savais, c'est que si je craquais là, c'était fini, quoi. Et donc, et pour moi, c'est vrai, le Vendée Globe s'est joué là. C'est mon analyse, en tout cas. Oui, beaucoup plus que sur la fameuse dépression. La fameuse dépression... dans laquelle Charlie part et où toi, tu préfères faire le tour. Eux, ils font un excellent choix, effectivement. Ils s'échappent dans une option qui, pour moi, était difficile à prendre du fait que je n'avais pas d'expérience dans le Sud. Donc, je me voyais mal aller... pour ma première tempête, me coller sous une dep monstrueuse, parce qu'elle était quand même grosse en elle-même. Hein. C'était pas juste une tempête du Sud, c'était déjà violent. Enfin, tout le monde l'a pas su, mais ils ont pris 99 nœuds avec Kerguelen quand même. Enfin, donc c'est-à-dire que la Nemo saturait en fait. Il y a la place que pour 2 chiffres, pas 3. Exactement, je pense qu'il n'y en avait que 2. Donc c'était très très violent. Et donc moi je me sentais pas d'aller là-dedans. Et donc après, moi, au moment où je remonte et je me positionne au nord de cette dépression, alors déjà, je pense qu'on est dans des conditions largement pires que ce qu'ils ont vécu dans le sud. C'est vraiment pas agréable. Il y a 2 secteurs de 8 mètres de houle environ. Donc ça fait des trous, des bosses, ça avance pas, c'est pas super agréable. Et là, moi, je me retrouve avec 40 000 d'avance, je crois, sur Thomas Ruyant. J'ai plus le chiffre exact. Et en fait, je me dis, là, je me bats pour la 3e place du Vendée. Pour moi, les 2 autres, ils sont partis. C'est terminé. Ouais. Donc, c'est... Après, la météo... Enfin, j'engage un rythme hyper soutenu avec des choix de voile, je pense, supérieurs à ceux de mes concurrents. Et les enchaînements météo me permettent de rejoindre le groupe de devant. Et alors pourquoi tu penses que c'est plutôt dans la descente atlantique jusqu'à Bonne-Espérance que se joue le Vendée Globe plutôt que dans cette phase-là? Ce que beaucoup de gens disent, que c'est la fameuse la DEP où Charlie et Sébastien Simon décident d'aller, que toi tu rattrapes après, mais du coup tu n'es que entre guillemets à égalité avec Charlie à l'arrivée au Horn. Et que le design de son bateau est plus favorable sur la partie remontée. Il aurait fallu que tu creuses un peu plus dans le Pacifique. C'était un peu le projet de creuser dans les mers du Sud avec ce bateau-là, clairement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, alors ce qui est dur à analyser, et je m'en suis rendu compte, c'est un des défauts de la carto, c'est que vous avez une sensation de proximité entre les bateaux qui est complètement faussée par rapport à ce que nous on vit. Moi, je l'ai ressenti dans la remontée de l'Atlantique, par exemple, où tout le monde me dit il est pas loin, il est devant. Et c'est vrai, quand tu regardes la carto, il est vraiment pas loin, il est devant. Mais 150 000, ça fait 250 km quand même. Quoi, toi. Donc c'est... Ouais, je vais le rattraper. Ouais. D'accord, je m'y mets tout de suite. Et dans la descente de l'Atlantique, c'est pareil. Les écarts sont faibles. Tu as l'impression que ça fait pas une grosse différence, mais et Jérémy Bayou et Nicolas Luneven, qui sont du coup 5e et 6e, ils tiennent pas le rythme totalement, ils tiennent un bon rythme quand même, je ne vais pas non plus dénigrer ce qu'ils ont fait, mais par contre, une fois que ça casse, arrivé en bas du front dans le sud de l'Atlantique,
et ben ils peuvent pas suivre le système météo. Et nous, on part avec le suivant quasiment jusqu'à Crozet, avec Thomas se fait un petit peu décrocher là. Et du coup, là, c'est terminé. En fait, après, bon, effectivement, moi, je les rejoins au nord de la dépression. Alors, je les rejoins, c'est 150 000 de vent quand même. Et en fait, eux, ils sont déjà dans le système de derrière parce qu'ils tombent dans la molle, etc. Enfin, ils n'enchaînent plus du tout. Ils sont incapables de faire ce que moi, je fais parce qu'ils ne sont pas positionnés au bon endroit. Et ça, c'est dû à tout l'enchaînement depuis ce sprint atlantique. Alors disons que le podium se dessine dans la descente de l'Atlantique Sud et l'ordre du podium se dessine grâce à cette DEP du Pacifique. Ou est-ce que je raffine trop mon l'ordre du podium, écoute, je ne sais pas trop te dire parce que le pauvre Seb, il casse un foil, donc lui, ça lui scelle son destin globalement. Alors même s'il arrive à pas se faire rattraper par ceux derrière, et ça, c'était déjà un sacré challenge à relever. Mais plutôt l'ordre entre Charlie et toi. L'idée, c'est que le projet, c'était de creuser dans le sud et d'avoir suffisamment d'avance par rapport à un profil de bateau qui était le bateau de Charlie était plus dessiné pour aller plus vite dans les phases de transition et en particulier la remontée de l'Atlantique. Oui. Et donc du coup, le fait que tu n'aies pas pu creuser, en partie à cause de cette DEP, fait que une partie de l'ordre du podium est ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui, c'est-à-dire que oui, enfin, en tout cas, à égalité au horn, les chances pour toi de finir devant Charlie sont plus faibles vu les bateaux que vous avez. Oui, je pense, ouais. Même... Tu le vis comme ça, toi, quand tu attaques la remontée, tu le vis comme ça? Un peu, ouais, carrément. Enfin, je sais que ça va être dur parce que je connais les performances de son bateau dès qu'on est dans du médium, au près ou des choses comme ça, ce qu'on va rencontrer à un moment. Et que là, il va vraiment plus vite, quoi. Alors autant, effectivement, en gros, les deux bateaux ont des performances relativement similaires tout le temps, sauf dans le médium. Donc le médium, on va dire, c'est après 12 nœuds jusqu'à 18 nœuds au près. Là, lui, il a un avantage. Parfois, il peut coller un nœud et demi à la flotte, quoi, si c'est pas deux. Tu vois. Et nous, au contraire, c'est dans la mer forte, donc on va dire à partir de 20-25 nœuds de vent, mer très formée, on va 1 nœud et demi, 2 nœuds plus vite que lui. Voilà. Donc, si tu prends le mois de durée du sud, normalement, on devrait ressortir devant, voilà, dans un scénario standard. Du coup, quand on ne sort pas avec cette avance-là, bah oui, je me dis, effectivement, ça va être compliqué. La réalité, c'est qu'en fait, j'arrive à creuser initialement, parce que je lui colle 120 000, je crois, au maximum, avant d'arriver dans le front, qui était très, très stationnaire et très, très relou au niveau de Rio de Janeiro, là. Et voilà. Et après, ça se passe sur des détails qui sont pas faciles à commenter, parce que c'est des nuages qui se développent. Clairement, ils passent pas très loin de moi, dans une situation bien plus favorable, puisque... Donc là, on parle plutôt du Cabo Frio, quoi. Hein. Ouais, voilà. Donc, je pense que ça aurait été dur pour moi de tenir jusqu'en Europe avec Charlie derrière. Malgré tout, le scénario fait qu'en fait, il comble et il me remet des 1000 d'une façon quand même très expéditive, quoi. Et à partir de quand tu actes que tu cours pour la seconde place? Une fois qu'on est sorti du front, quasi immédiatement, d'une certaine manière. Enfin, je m'accroche. D'ailleurs, j'arrive à lui reprendre des 1000 à un moment sur une trajectoire un peu différente autour de l'île de Trindade, là où je reviens à 40 000, je crois. Et puis derrière, en fait, le scénario, il se passe pas du tout bien pour moi. Donc là ça réallonge. Et donc, après, alors, c'est pas des conditions casse-bateau, donc je n'allais pas faire des bêtises avec le bateau, mais tu te dis quand même à un moment, où est-ce que je mets mon énergie entre vraiment bien finir mon Vendée et ramener le bateau à la maison et aller faire des bêtises, peut-être à multiplier les changements de voile ou des choses comme ça, et me créer des problèmes qui potentiellement peuvent me coûter le fait de finir le Vendée Globe. Tu vois. Donc, j'avais quand même assez vite en tête j'étais conscient de devoir finir le Vendée Globe, que ce soit deuxième, soit, c'était pas si mal. Ça me paraît acceptable. Pour une première, c'est pas mal. Écoute. Un petit mot sur Charlie quand même, parce que l'histoire est belle. Enfin, pour ceux qui vous suivent depuis longtemps, pour ceux qui ont suivi la saison 2016, c'est ça, hein? 16, oui. 16, hein, où vous gagnez toutes les courses du circuit Figaro, tous les deux. Vous faites 1 et 2. Lui, il les gagne toutes et moi, je gagne que la solitaire. Voilà. Non, je crois qu'il y en a pas une autre que tu gagnes. Une petite, il n'y a pas une petite. Vous faites 1-2, 1-2 toutes. Je ne saurais pas te dire. Voilà.
Bon, l'histoire est belle quand même. 8 ans après, 8 et 9 ans après, de se retrouver à ce sommet-là, entre vous deux, c'est quand même une belle histoire. Enfin, du point de vue journalistique et du point de vue suiveur. Oui, de j'ai l'impression que ça l'extérieur. vous a bien plu. Ouais. Oui. On aurait pu faire un film. On fera pas de film, on aurait pu faire un film. Ah ouais, n'en faites pas un, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est génial, c'est sûr. Enfin, déjà, on s'apprécie bien avec Charlie, on se respecte. Donc, effectivement, nous, on s'est connus, je sais pas trop quelle année, mais pendant nos études. Donc, on était. Je rappelle que quand même, lui s'est trompé de l'université. Hein, il est allé faire ses études dans la mauvaise. Ça l'énerve quand je dis ça. Et donc, voilà, il a participé à des Tours de France à la voile, des choses comme ça. Et puis, même un jour, et c'était Damien qui le rappelait l'autre jour, on a un petit jeune qui nous a accompagnés pour sortir le classe 40 du Havre pour aller faire notre première Jacques Vabre en 2011. Et ce petit jeune, c'était Charlie Dalin, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, notre histoire remonte à loin. Et du coup, c'est quand même super agréable de partager autant de choses avec lui. Et voilà, et puis dans le respect. Et puis, moi, je suis aussi fier de ce qu'il a réalisé. Enfin, tu vois, par rapport, je l'avais dit la dernière fois, par rapport à ce qu'il a vécu en 2020, puisqu'il le gagne sur l'eau, clairement. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Là, c'est le juste retour des choses pour lui. Et donc, voilà, je suis un peu aussi content de faire deuxième pour lui laisser ça. J'aurais été Non, mais d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'il a souvent fait deuxième. On l'a quand même souvent appelé le Poulidor de la voile. Et c'était vrai, factuellement. Mais par contre, avec un niveau qui est exceptionnel, voilà. Et donc, ouais, par contre, voilà, ce qui est cool, c'est d'être arrivés tous les deux à avoir une histoire commune aussi forte et de partager un niveau aussi proche en termes de performance et d'arriver tous les deux aussi à mener nos projets architecturaux, de performance, enfin toi d'analyse, de développement de bateaux avec quand même des similarités assez fortes. Ouais. Ensemble, on avait fait un podcast pour Skipper Massif, justement, parce que vous avez été tous les deux Skipper Massif et vous l'étiez dans cette fameuse saison 2016. Et vous aviez raconté à quel point le fait d'être dans la même équipe, de faire de la coopétition, que là, vous étiez concurrents tout en coopérant, à quel point ça vous avait tiré très très fort vers le haut, puisque personne d'autre n'avait pu gagner les courses. Est-ce que c'est vraiment cette mécanique-là aussi qui a été à l'œuvre, avec ce passé-là en plus, quoi, hein? D'une certaine manière, oui. Alors en 2016, c'est sûr qu'on... Enfin, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais on met des choses en place qui nous aident à performer, qui nous ont plu tous les deux. Enfin voilà, on se trouve très vite, puisque en fait, je pense qu'on a la même analyse de ce qui influence la performance et donc ce dont on a besoin pour bien performer. Donc, et moi, ça fait partie de choses que j'ai réappliquées aussi là sur ce Vendée Globe. Et puis après, il y avait un peu l'entraide sur l'eau, donc ce qui a été moins le cas forcément ici, mais on a quand même fait une session d'entraînement ensemble en 2023, je crois, quand il a mis à l'eau, après le Fastnet notamment. Et donc, on a tous les deux cette vision que, de toute façon, on sera plus forts tous les deux et qu'il vaut mieux aller s'entraider un petit peu. Alors là, forcément, de par les projets, ça reste un peu éloigné. Il y a un peu de partage quand on fait des stages à Port-la-Forêt ou des choses comme ça. Mais c'est forcément plus éloigné que ce qu'on peut faire dans un binôme de Figaro quand tu dors dans la même maison le soir. Vous pourriez louer les mêmes arbres. On pourrait louer les mêmes baraques, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Écoute, merci bien. On va passer aux questions qu'on a récoltées. Donc ça va partir un peu dans tous les sens. Parfait. Tu fais des petites. Je vais choisir. Il y a une cinquantaine de questions, donc je crois qu'on n'arrivera pas à tout faire. Une question de Yves. J'ai vu sur X que tu plaçais tes empannages juste après les mises à jour Carto. Est-ce que c'est vrai ? Ça doit être vrai quelquefois. C'est un classique. Hein. Globalement, on connaît l'heure du pointage. Et si on veut faire un choix, on le positionne juste après avoir été pointé. Ça, je pense qu'il n'y a pas de... C'est de la stratégie de base. C'est le métier, quoi. C'est la base du métier. Oui. Alors parfois, tu n'attendras pas parce que ce n'est pas le bon moment. Et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, alors du coup, pour être un peu technique dans l'explication, c'est qu'effectivement, donc la position, elle est prise par nos balises satellites. Et après, on a les relevés AIS, donc qui sont le système radio de localisation, mais que les satellites arrivent à capter. Et parfois, on arrive à voir des choses. Alors, on n'en voit pas tant que ça.
Mais parfois, voilà, moi je regardais aussi la carto AIS à côté pour voir s'il y avait du mouvement, quoi. Après, le nombre de scénarios où il y a eu des empannages comme ça n'a pas été... je n'ai pas un souvenir que ce soit un critère dans le Vendée Globe assez important. Est-ce que tu es pour ou contre l'autorisation des plans porteurs en 2028 ? Et est-ce que cet élément est déjà réfléchi dans la conception de ton futur bateau ? C'est ça suppose beaucoup de choses, ça, dis donc. Ouais. Quelqu'un visiblement Benoît, je ne sais pas qui c'est, visiblement bien informé. Quel impact cela aurait-il sur les choix architecturaux ? Il faut rappeler qu'il n'y a pas de plan porteur pour 2028. Exactement. Donc le vote en Assemblée Générale a été de ne pas mettre de plan porteur pour le prochain Vendée Globe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas immédiatement après, donc en 2029, globalement. Toi, t'étais pour ou moi, j'étais contre parce que, en fait, je trouve qu'il y a... Alors, déjà, on court contre nous-mêmes dans cette catégorie. On n'est pas une catégorie à record absolu. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir un équilibre sportif et économique de la flotte. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a 40 bateaux aujourd'hui. C'est exceptionnel d'avoir une flotte de bateaux de 18 mètres, 40 bateaux de 18 mètres, quoi. C'est exceptionnel. Et donc, il faut garder une unité. On sait que cette unité, elle n'existe pas tout à fait. Il y a des bateaux à dérive, il y a des bateaux qui ont été upgradés en foiler, et il y a des foilers récents. Donc, en soi, moi, je juge qu'il y a déjà assez de différence entre tous ces bateaux-là pour ne pas venir créer une étape supplémentaire avec donc un bateau entièrement volant et des plans porteurs arrière. Donc, je pense que ça viendra avec le temps, mais il faut laisser le temps à la flotte de se mettre à jour d'une certaine manière et de faire monter un peu tout le monde ensemble. L'autre aspect, donc je l'ai dit au début, c'est quand même qu'on se bat contre nous-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin d'aller le plus vite du monde. On est à l'intérieur de notre propre catégorie, donc il faut juste faire attention de ne pas tuer le système. Puisque je rappelle qu'on est quand même sur des bateaux déjà très chers. Et après, on sait que globalement, une fois qu'on aura fait voler entièrement les bateaux, on va passer la barre des 40 nœuds hyper souvent, des 30 nœuds de moyenne sans aucun souci, je pense. Là, ça sera IRM obligatoire à l'arrivée. Ouais, bah ouais, mais c'est clairement c'est chaud, quoi. Enfin, ça devient engagé. Enfin, il y a des moments où tu réfléchis sur ces bateaux-là. Il y a des moments. Alors, surprise. Bonne nouvelle. Vous ne pensez pas. Hein. Mais en gros, moi, je sais qu'il y a des moments où, si tu veux, le bateau, il bombarde, tu tapes 35-36 en pointe, tu es dans la banette, les deux pieds sur la cloison, tu te dis que c'est pas le moment de taper un truc, quoi. Et ça moi, je trouve que c'est un peu la limite de l'exercice, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus vite que ça ? Alors, c'est toujours sympa. C'est sympa de battre des records, c'est sympa de faire 65 jours autour du monde. C'est exceptionnel. Par contre, quand je vois des copains qui ont des traumas crâniens ou des choses comme ça, ce qui aurait pu arriver sur n'importe quel bateau, ce qui arrive en classe 40, hein, donc il ne faut pas non plus tout mettre sur l'IMOCA. Mais voilà, je suis moyen chaud pour les faire aller plus vite quand même. Encore même si le challenge, forcément, technologique est hyper intéressant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Toujours des questions techniques. Je vais fusionner deux questions, celle de Pierre-Antoine et de Manuel. Quels sont les choix techniques dont tu es le plus fier et ceux que tu regrettes, par exemple, au niveau du jeu de voile ? Ok, très spécifique. Les choix dont on est fier, forcément, il va y en avoir plein. Nous, on a fait un bateau robuste déjà. Alors, pour ceux qui ont suivi, on l'a quand même pas mal abîmé en structure, notamment dans la soute à voile, pendant les 4 transatlantiques avant de préparation. Mais tout le reste des systèmes sont assez gros, peut-être un peu lourds, mais nous, on voulait absolument terminer. Et on se disait que de toute façon, les bateaux allaient passer dans une nouvelle dimension, donc ça allait tellement tirer qu'on ne voulait pas être stressé par les composants. Et donc, le bilan à l'arrivée, il est excellent sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai pas eu à bricoler sur les systèmes, ni de safran, ni de foil. J'ai juste fait un petit graissage sur un système de quilles, mais ça, c'est tout à fait normal. Et puis, là, je regarde le bout dehors, toutes les galettes, tous les systèmes d'enroulement, qui, au final, sont assez complexes. On n'a pas de mauvaise surprise. Donc, ça, c'est une vraie satisfaction. Après, il y a forcément, vous avez vu, le cockpit, qui est hyper agréable. Et ça, je pense qu'en termes de psychologie, d'état mental, de bonheur à bord, c'était génial. Parce qu'à la moindre éclaircie, t'en profites. Le petit côté négatif, c'est que dormir en journée, c'est super dur du coup. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Ah oui. Et donc là, tu es bien dans une boîte noire. Alors, j'avais ma boîte noire normalement dans les bannettes en latéral.
Mais parfois, tu n'avais pas envie d'y aller. Voilà. Donc ça peut faire partie des améliorations qu'on pourrait rechercher pour le prochain bateau. Un rideau électrique, quoi. Un vol électrique, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, quand même très satisfait. Tu vois, je pense que la vie dans le siège amorti, elle permet de mener plus longtemps le bateau à un rythme élevé. Donc voilà, il y a plein de petites fiertés, de choses simples, même j'ai envie de te dire, de petits projets abandonnés en chemin, en mode non mais ça va pas compter sur un Vendée Globe, tu vois. Non, t'as plein de trucs en aéro, par exemple sur le bas du mât, sous la baume, mais ça on n'a rien fait parce qu'on n'avait pas le temps, on n'y arrivait pas, et puis au final, tu sens bien que c'est pas ça qui va importer. Donc voilà, d'être resté vraiment sur l'essentiel de ce qui fait la performance du bateau. Et ça, je suis content. Après, sur la deuxième partie, donc les voiles, j'étais très content. Je pense que j'ai pas de critique particulière. Je suis très moteur dans tout ce qui est design voile. Alors, pas tant les formes, mais peut-être les surfaces, tu vois, ou quel type de voile et comment je les utilise. Et voilà. Donc, ça revient en super état, à part celle qui est tombée dans le foil, la pauvre, qui s'est fait découper par la lame de rasoir. Le reste revient en bon état, je crois, et surtout c'était les bonnes tailles et j'étais super content. Et on avait une bonne analyse de ce qu'il fallait. Donc pas de points négatifs du coup dans le bilan technique. Il y a pas eu de, il y a pas de truc que tu voudrais. J'ai une question connexe qui est quelles évolutions souhaiterais-tu apporter à ce bateau-là ou à ton prochain bateau? Alors les grosses qualités, c'était le passage dans la mer, et quand on fait un bateau qui passe très très bien dans la mer, on sacrifie un peu de puissance. Donc en gros, il faut un bateau qui soit pas très large et un peu perce-vague. Et donc on sacrifie de la puissance, et c'est là où Massif a un avantage sur nous, sur la plupart de la flotte aussi, globalement. Donc de combler ce manque de démarrage du bateau dans le médium, c'est clairement un objectif dans un nouveau design qu'il faudrait... voilà. Alors c'est très dur parce que du coup, t'as pas envie de perdre là où t'es bon, et tu as envie de combler tes défauts, ce qui est forcément un peu antinomique parfois, quoi. Une question de Catherine. Est-ce que tu prévois, comme beaucoup de navigateurs, de partager ton expérience dans un livre, un récit ou autre? Je crois pas, non. Non. Je suis pas du tout à la recherche de notoriété particulièrement. Enfin, on peut en parler ouvertement, mais je vais presque dire que je suis plus sur une fin de carrière où, tu vois, si je refais un Vendée Globe, je suis pas sûr d'en refaire d'autres, et que de la même façon, je pense que si j'ai pu mes sponsors, je suis pas sûr que j'irai rechercher des sponsors pour des projets aussi gros. Donc j'ai pas ce besoin-là. Bon, après, je peux estimer aussi l'avoir par mes résultats, mais en tout cas, je n'irai pas chercher ce surplus. J'irai pas chercher les conférences, j'irai pas chercher le livre, le film ou le docu supplémentaire, qui en plus nous demande beaucoup d'énergie. Voilà. Et donc en ce moment, on ne fait quasiment que refuser des choses comme ça. Enfin, pas le livre, j'ai pas eu le livre en domaine. Mais non, mais pas les conférences, par exemple, ou des choses comme ça, ou de parrainer un salon nautique, ou des choses comme ça, qui sont très très sympas à faire, mais juste en fait, on n'a pas le temps, quoi. Bon, du coup, on mesure notre chance. Vous, c'est facile, j'ai 1 kilomètre à faire. Bah oui, c'est l'avantage. Mais quand même. Quel est ton avis et tes idées sur l'autonomie énergétique sur le prochain Vendée Globe, sur la partie énergie du bateau? Je pense que c'est complètement atteignable, hein. Il n'y a aucun problème. On a plein de solutions technologiques aujourd'hui. Alors, le seul... C'est forcément encore technique et délicat, mais j'ai lu les bonnes paroles du président de la SEM Vendée sur il faut faire comme ça parce que Konrad Coleman l'a déjà fait. Ce qui est tout à fait vrai, Konrad Coleman l'a déjà fait. 2 fois même. Oui, probablement cette fois-ci aussi. Ouais. Et il y en a d'autres qui ont très peu consommé, notamment Paul Meillat, je crois, de gasoil et tout ça. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les bateaux, ils sont sous surveillance pour pas casser notamment les mâts. Alors certains jouent plus ou moins avec le feu, et pour pas casser les foils aussi. Donc et ça consomme de l'énergie. Et donc fournir de l'énergie, assez d'énergie pour un bateau comme celui-ci, en gardant un certain niveau de surveillance et de sécurité, ça demande quand même pas mal de watts. Donc c'est un vrai challenge qu'il faut attaquer tout de suite, puisque c'est pas juste mettre une hydrogénératrice dans l'eau. D'ailleurs, une hydrogénératrice, le problème avec ces bateaux-là, c'est qu'elle rentre et elle sort de l'eau à plus de 30 nœuds. Et donc l'hélice qui fait
0 tour minute, 15 000 tours minute, 0 tour minute, 15 000 tours minute, comme ça toute la journée, ça ne tient pas, on ne sait pas faire tenir. Donc voilà, donc il faut rajouter sûrement des éoliennes ou des choses comme ça. C'est un challenge intéressant. Nous, on avait une partie de la production en panneaux solaires qui d'ailleurs a été bien meilleure que ce qu'on pensait, je crois. Et voilà, et puis à côté de ça, on nous demande aussi des médias de haute qualité. Donc Starlink, c'est 4 fois la consommation des antennes qu'on avait avant. Donc si elles tournent toute la journée, voilà, il faut quand même fournir pour tout ça. Donc moi, je suis plutôt pour, mais un bon challenge à relever, quoi. Par contre, juste pour expliquer aussi, je pense qu'il ne faut pas enlever les moteurs diesel, il faut garder une certaine quantité, genre une centaine de litres en sécurité, parce qu'un moteur diesel, on sait le faire fonctionner, on sait le réparer. Et un moteur électrique, une fois qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien pour le démarrer. Et moi, j'ai déjà vécu, j'ai fait 2 transats en moteur électrique, avec Damien notamment, et c'est pas si simple que ça, notamment au niveau de la sécurité. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner des précisions sur ta préparation physique et mentale pour ce Vendée Globe ? Ouais, alors oui, je peux. Moi, je suis sorti des confinements en faisant 8 lumbagos, une hernie discale. Donc j'ai dû prendre le problème sérieusement parce qu'avant, pendant mes années Figaro et Classe 40, je faisais vraiment pas beaucoup de préparation physique. Donc là, je m'y suis mis vraiment. J'ai trouvé quelqu'un qui était tout à fait adapté à me donner des rendez-vous 2-3 fois par semaine et à me faire un vrai programme de renforcement, de remise à niveau et tout ça. Donc ça, c'est Anne Baudard qui s'occupe de pas mal. Je crois qu'on était 4 du Vendée Globe, mais beaucoup plus dans la voile. Donc ça, c'était une vraie belle rencontre qui m'a permis de me mettre en bonne condition, d'éviter les blessures tout au long de mes 2 ans. 3 ans, si on compte peut-être le Rhum. Et donc ça, c'était assez génial. Donc c'est à coup de 2 à 3 fois par semaine, gainage, muscu. Et puis après, j'ai essayé de faire un peu de plaisir à côté, mais au final, j'en ai pas fait beaucoup, genre un peu de vélo ou de wing ou des choses comme ça. Et ça, il n'y a quand même pas eu beaucoup de sessions, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Alors, je faisais un peu l'été, là, quand j'allais en montagne et tout ça, je me faisais 10 jours de vélo, mais c'était à peu près tout. Et après, prépa mentale. Donc, j'ai changé de préparatrice mentale cette année pour aller avec quelqu'un avec qui j'avais eu un feeling quand on avait monté le projet Mirpuri. Alors, elle ne pouvait pas nous suivre à l'époque. Et donc, je suis allé vers elle parce que j'avais besoin de renouveau dans ce domaine-là et surtout de quelqu'un qui me drive et qui, de la même façon, me donne des rendez-vous. Donc, on faisait quasiment une session tous les 15 jours à partir du mois de février, je pense, quelque chose comme ça. Et où on évoquait beaucoup le Vendée Globe. Elle m'aidait beaucoup à visualiser surtout les choses et à voir comment est-ce que je souhaitais que ça se passe pour qu'ensuite on le prépare logistiquement. Donc par exemple, comment est-ce que, je sais pas, le week-end du départ, t'envisages les relations avec ta famille ? Ça va être dur, tu vas avoir beaucoup de sollicitations, mais tu vas les voir. Ok, ouais, j'aimerais bien les voir un peu. Du coup, et puis il n'y a pas que ma famille proche. En fait, j'avais 60 personnes qui sont venues. Et du coup, on a créé un moment le samedi matin. On a privatisé la loge, on a fait un moment avec eux, vraiment privilégié, c'était top. Et puis, qui embarque comment sur le départ. Tu vois, je voulais vraiment soigner ces choses-là pour que les gens vivent bien l'expérience et que moi, du coup, ça me soit agréable et que du coup, ça ne soit pas un fardeau et que ça n'ait pas d'influence négative sur moi. Donc, on a travaillé ça, on a travaillé... Et ça arrivait par la prépa mentale, en fait. Ouais, ça arrivait par la prépa, pas mal. Ce qui relève de la logistique d'organisation du départ est arrivé par la préparation. Celle-là aussi un peu par Romain dans ses connaissances du Vendée Globe. Et d'autres vraiment par la prépa mentale, notamment la descente du chenal. En fait, j'avais très très peur de la charge émotionnelle du jour du départ. Ça, c'est le truc. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc j'ai pas de mal à dire que je peux me mettre à pleurer ou je peux vraiment... je pense que sur un scénario mal préparé comme celui-là, j'aurais pu tomber assez bas. Et donc on l'avait bien préparé. Malgré tout, le matin du départ, tu as quand même l'estomac dans les chaussettes, sacrément bas. Mais mon moment dur n'a été en gros que de la maison jusqu'au bateau. Après, ça s'est super bien passé. C'était hyper agréable. J'ai même plutôt kiffé le moment. Je trouvais hyper sympa le chenal. Et donc, voilà, je pense que ça a fait partie de cette préparation a fait partie de la réussite de ce jour-là. Et après, la mise en route aussi, je voulais surtout être très, très drivé régate, quoi.
pas être dans l'émotion du départ, parce que je savais que je l'avais vécu avec d'autres qui partaient avec très chargés en émotions, incapables de se mettre dans leur météo, incapables de se mettre dans leur stratégie. Et donc là, je voulais vraiment faire une bascule. Donc dès qu'on a été sur l'eau, tu vois, j'avais alors Corentin Douguet qui était là, je sais pas s'il est parti, mais il me préparait ma météo. Donc je l'ai eu 2-3 fois au téléphone, vraiment pour être dans le rythme. J'avais Yann Elias qui me drivait aussi sur le départ, qui faisait les timings. Et donc voilà, on n'a pas raté cette phase-là. J'ai tout de suite été dedans. Et ça, c'est une vraie satisfaction et qui venait de toutes les expériences, de tout ce que j'avais pu noter auparavant, quoi. Comment vois-tu l'évolution de la... encore deux questions, et puis après on passera aux questions de la salle. Vous êtes OK pour le timing? Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'on dépasse l'heure du dîner, mais on en profite, hein, il répond à toutes les questions. Comment vois-tu l'évolution de la data et de l'intelligence artificielle pour la prochaine édition? Alors, le truc, c'est que ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas très bon. Nous, on est hyper fort à mesurer les choses, les mettre dans un serveur, y avoir accès. On a des super interfaces. J'ai des gens qui ont fait un boulot phénoménal là-dessus. Mais à l'analyse derrière, on a vraiment du mal. Et là-dessus, on doit progresser. Et c'était la réunion de ce matin. Donc, tu vois, c'était pas bien vieux. Où on a commencé à aller chercher des compétences sur la coupe pour savoir comment gérer ça. Parce qu'il y a trop de données et il y a trop de variables, en fait, qui sont toutes dures à interpréter. Alors, ça va de conditions de mer différentes. Donc, un jour, je vais à 20 nœuds, un jour, je vais à 25 nœuds. Bah oui, j'ai pas les mêmes vagues, c'est pas pareil. Mais il faut quand même en ressortir des données. Et ça, c'est pas évident. Donc, à l'origine, je crois, le bateau, il produisait 1,5 gigaoctets de données par jour. Par jour. Je crois qu'on a ramené 300 gigaoctets de données. Pour te dire, ils ont dû coder le déchargement des disques parce que ça se passait pas très bien dans l'ordinateur, en gros. Donc, tu fais pas ça n'importe comment, c'est vraiment compliqué. Et parce là, par exemple, on ramène de la fibre optique qui mesure à 100 Hz. Donc, il y a 100 points de mesure par seconde pendant 65 jours. Ça fait un paquet de données. Et du coup, ça, c'est des données qui vont nous apprendre comment ont fonctionné les foils et comment ont fonctionné le fond de coque du bateau aux impacts. Parce que ça, c'était un des gros problèmes de structure. On avait beaucoup de mesures là-dessus. Voilà, malgré tout, ce que je disais, on n'est pas très bon à tout ça. Il faut vraiment qu'on progresse dans l'analyse. Moi, toutes les analyses de données, c'est quasiment moi qui les fais. Donc, j'ai fait mes polaires de vitesse, j'ai fait mes selects, donc les utilisations des voiles, les secteurs d'utilisation des voiles. Et voilà, donc c'est vraiment... Enfin, ouais, aujourd'hui, je patauge complet, donc, voilà, pour te dire. C'est vraiment compliqué. Et sur la partie intelligence artificielle, est-ce que c'est la nouvelle frontière de tous les enjeux performance des teams, ou est-ce qu'on en est encore... on est plus de l'ordre du fantasme, on voit que ça bouge beaucoup à terre. Je pense qu'on est dans l'ordre du fantasme, ou alors il faut vraiment être staffé fort. Il faut savoir que déjà, là, nous, dans une équipe, c'est un électronicien, un informaticien, et on vient embaucher à côté, donc un analyste en performance. Et en fait, si tu rajoutes des briques comme ça, c'est quasiment un emploi à chaque fois. Parce que c'est une spécialité, déjà. Donc, il faut aller chercher des gens spécialisés. Et puis, ça prend énormément de temps. Et le problème de tout ça, c'est qu'en fait, la seule personne quasiment qui est capable de dépouiller derrière ce qu'on vient me transmettre en termes d'analyse, c'est moi. Parce que, on l'a déjà fait. Par exemple, on dit, là, le bateau, il allait beaucoup mieux en bâbord et en tribord. Alors, effectivement, en plus, on avait fait un réglage différent bâbord-tribord. Oui, sauf qu'il y avait, dans un sens, il y avait 4 mètres de houle qui poussait, et dans l'autre sens, elle était de travers. Donc, en fait, voilà, terminé l'analyse poubelle, quoi. Et donc, c'est un peu tout le problème. C'est que si tu rentres des données mauvaises, ou que tu compares des données mauvaises, à la sortie, tu fais que des choses de mauvaise qualité aussi. Donc, c'est là où c'est très compliqué, et c'est là où ça dépend beaucoup de nous. Et voilà, donc j'ai du mal à avoir une intelligence particulièrement efficace là-dessus. Malgré tout, il y a quand même des notions de systématique d'analyse, vraiment des façons de faire, des méthodes sorties du domaine scientifique, quoi. Donc, pas forcément IA, mais voilà, au-delà de ce que nous on fait, quoi. On va prendre des questions du public. Alors, comment tu t'appelles déjà ? Camille. Salut Camille. Vas-y pour ta question. Est-ce que tu as eu peur d'arriver dernier au Vendée Globe ou de finir pas très bien
Enfin, une bonne question. Voilà. Désolé Pierre-Yves, mais là, t'es battu. Là. Moi, tu rigoles, mais non, ça faisait partie de mes craintes, c'était de passer à côté de mon Vendée Globe, tu vois, de rater, je sais pas, les premières journées, par exemple, et de me faire décrocher, et puis là, c'est terminé. Et là, fallait vivre tout le tour du monde en voyant les petits copains devant et en l'acceptant. Alors, mentalement, c'est très, très dur. Je pense qu'on l'a vu notamment avec certains qui viennent d'arriver, qui ont vécu des Vendée Globe très, très durs dans leur tête, parce qu'ils n'étaient pas du tout à leur place. Et donc, oui, je m'étais préparé. C'est pour ça, notamment, que quand je dis que je me fais décrocher par les 2 premiers, moi, mon objectif, c'est de faire 3e du Vendée Globe. C'était vrai. Et en fait, c'était vraiment ma méthode, c'était de me refixer des nouveaux objectifs à chaque fois qui étaient atteignables et proches de moi. Parce que le problème, en fait, c'est quand tu regardes le tour du monde, c'est très long. Et te dire, faut pas que je termine 15e, 20e à l'arrivée. En fait, c'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est pas quelque chose que tu peux atteindre. Par contre, te dire, ok, là j'ai quelqu'un devant moi, mon objectif c'est de ne pas perdre de distance ou de me rapprocher, et tu restes vraiment focus sur juste une personne, et voilà, et là tu rattrapes les places les unes après les autres, et voilà. Mais ça me faisait peur, et voilà, ça s'est pas passé heureusement. Mais c'était peut-être une de mes... seule peur, en fait, c'était vraiment de ne pas vivre un Vendée Globe de performance. Quel a été ton moment préféré du départ du Chenal, le Cap Horn, l'arrivée, le retrouvailles des proches Très honnêtement, je pense le Cap Horn. C'était un beau moment. On a peu de chance normalement de passer à côté, encore moins de passer 2 jours. Et là, on est passé à ras. Moi, j'avais 2-3 petites manœuvres à faire vraiment au pied du caillou. Donc, j'en étais à regarder les cailloux, où est-ce que j'allais passer. C'était sympa, ça me plaît bien, ça. Et ça me rappelle le Figaro. Et voilà. Et derrière, tu vois, en plus, on est arrivé dans une zone où il y avait du vent, mais la mer était plate. C'était super agréable, ça filait. Et ça faisait quand même pas mal de temps que ça n'avait pas été le cas. Et donc, ouais, c'était super agréable. Celui-là, le passage des îles Auckland aussi, là, à un moment, sous la Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment bien aimé ça. En plus, j'avais relié ça à un podcast que j'avais écouté. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus d'aspiration pour aller faire un peu de voyage dans ces zones-là. Donc là, ça me donnait un peu envie. J'avais vraiment envie de mettre le clignotant et m'arrêter. Voilà. Et après, c'est des moments courts et tu es vite rattrapé par la régate, notamment au Cap Horn, où on est passé du vent fort, vent arrière, à un bord de travers très rapide sur mer plate. Et donc, il a fallu transvaiter tout le matériel de l'arrière du bateau à l'avant, affaler des voiles, les rouler, les mettre en soute. On s'est tapé une bonne suée là. Le soir, on a bien dormi. Avec Charlie qui était avec Charlie qui faisait la même derrière, chose, ouais, exactement. Ouais. Qui était revenu à 1000 à un moment. Ouais. Une autre question ? Est-ce que vous avez vu des animaux marins ? Écoute, j'en ai pas beaucoup vu et du coup, je suis hyper déçu. Les seuls dauphins que j'ai vus, c'est à 10 minutes de l'arrivée, je crois. Ceux-là, je les connais, je les vois souvent. Le reste, j'ai pas beaucoup vu. Alors, j'ai vu quand même des albatros dans l'Indien, avant les îles Crozet. Là. C'était vraiment très beau. On est arrivé dans une zone où la houle était très longue, la mer très plate. Il faisait froid, hein, il devait faire 4 ou 5 degrés dans l'eau et dans l'air. Et là, il y avait un bon paquet d'oiseaux, et notamment des albatros. Alors, on te dit les albatros et tout ça, tu te dis, bah ouais, c'est un piou-piou, et enfin, bon, il va venir nous voir, quoi, tout ça. En fait, ils sont énormes. Et donc, quand tu vois un albatros, tu as bien compris que tu avais vu un albatros. C'est notamment alors les plus gros, je crois que c'est quasiment 3 mètres d'envergure, 2,50 je crois, ou 3 mètres. Et du coup, quand il vient voler à côté du bateau, tu t'en rends vite compte. Hein. Et donc ça, c'était un beau moment. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai vu 2 poissons-lune, dont un peu trop près. Oui, c'est gros, ça peut casser les safrans. Ouais, ça peut casser le matériel, ouais, exactement. Et mais ouais, j'aurais bien aimé voir quelques baleines, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais bon. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps à regarder dehors. En plus, comme j'avais un cockpit vitré, voilà. Est-ce que le Sud est conforme à ce que tu imaginais ? Est-ce que le mythe du Sud a été conforme à la réalité que tu as vécue ?
Pas tant que ça, déjà par le fait de rencontrer qu'une seule tempête. Non, mais je parle plutôt de l'ambiance, des lumières, de la houle, Ou- de ce sentiment d'éloignement. C'est ouais, c'est pas facile à J'essaie dire. de me rattraper. Ouais, t'es bon, t'as marqué, t'as haussé le niveau. Je me suis jamais senti, tu vois, hyper loin, fébrile ou quoi que ce soit. Malgré tout, c'est dans notre conscience hein, de savoir que tu es dans des endroits où le sauvetage va être difficile, voire lointain. Peut-être je m'en souviens, une partie dans le Pacifique, à un moment, le long de la zone des glaces, on fait vraiment un bord très rapide avec Charlie. C'est là où il casse d'ailleurs sa coque. Moi, je me dis que là, on va tout péter et je me dis que c'est quand même pas le bon endroit pour tout casser. Ça serait vraiment très éloigné de tout. Surtout que derrière, à côté de nous, il y avait Seb, mais en fait, derrière, il y avait un trou énorme, quoi. Donc, si c'était un sauvetage immédiat, c'était le demi-tour pour les deux autres. Bon, voilà. Après, je trouve que tu vois, j'ai eu les mêmes sensations sur une Transat CIC ou des trucs comme ça où tu te retrouves près de Terre-Neuve. Et là, tu comprends que c'est un peu la même situation d'une certaine manière, quoi. Il n'y a pas grand monde qui va. Il n'y a plus d'hélico. Il n'y a pas beaucoup de trafic maritime. L'eau, elle est hyper froide. Je me souviens d'un soir sur la Transat CIC où, en fait, il y a un banc de brouillard qui est arrivé. La température, elle a chuté. J'avais prévu de faire un changement de voile de nuit et tout ça. Autant dire que je ne l'ai pas fait. Et, parce que là, tu rentres... En fait, c'est ça. En fait, c'est plutôt... ça vient au fur et à mesure, excuse-moi. C'est plutôt que tu rentres dans une dynamique différente, quoi. C'est-à-dire que tu n'abordes pas les choses de la même façon. Là où, dans un golfe de Gascogne, de nuit, tu vas aller te faire un changement en ralentissant pas trop le bateau, tu vois, en essayant de garder un maximum de vitesse et tout ça. Là, tu fais pas ça, clairement. Et tous les trucs, toutes les vérifications que je devais faire du bateau, toutes les interventions extérieures, c'était bateau quasi arrêté. Peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas, c'était les précautions que moi je prenais, quoi. Ouais, clairement. Donc il y a quand même une forme de charge mentale. Ouais, c'est ça. Un univers mental qui te dit que pas faire trop le malin, quoi. Voilà. Ouais, Ce qui n'empêche pas de tartiner le long de la zone des glaces. Mais... Ouais, exactement. Ouais. Et surtout, au début, j'avais vachement la notion de s'il y a un problème, je m'arrête là, tu vois. S'il y a un problème, je m'arrête là. Et cette notion-là, elle disparaît quand tu passes la Nouvelle-Zélande, en fait. Parce que tu sais que là, il n'y a plus rien, quoi. Ça, jusqu'au Cap Horn. Et même au Cap Horn, c'est une notion, parce qu'il faut quand même, globalement, il faut rentrer à Ushuaia ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas de port sur la côte, c'est pas accessible directement, quoi. Donc, ça, tu l'as quand même dans tes méthodes, dans ta façon de faire. Voilà. Mais après, ouais, tu es quand même drivé par la course, quoi. Donc, voilà, ça va vite tout le temps, hein, surtout dans notre scénario à nous, quoi. Et puis, le scénario de course est motivant pour aller vite parce qu'on voit les enchaînements. Donc, c'est pas comme si à un moment, tu te dis, bon, de toute façon, là, au Horn, il va y avoir 60 nœuds, donc je vais devoir caler un coup de frein à un moment, donc autant me relaxer avant. Là, on voit bien que une semaine, 10 jours avant, tous les enchaînements sont bons quasiment. Donc ça, c'était ça qui était hyper motivant à pousser. Et une autre question ? Ah, un adulte. Oui, il y a un peu de challenge, hein. Vous êtes jugé sur vos questions, donc... On a beaucoup parlé de préparation mentale. Comme ça, si tu prends du recul par rapport à ce Vendée Globe, où est-ce que tu te dis, tiens, si j'avais telle chose à améliorer, ça changerait vraiment, ça ferait vraiment une différence, en fait. Que ce soit avant, pendant, ou même après le... Bah, j'ai pas beaucoup de regrets, donc effectivement, c'est dur de répondre à ça. Malgré tout, c'est jamais parfait. Il y a toujours des améliorations à faire. Pendant la course, bah, sur quelques choix météo, forcément, des détails, Tout ce qui est gestion du sommeil, tout ça, c'est... Bah, y a 2-3 fois où je me suis retrouvé très fatigué, clairement. Donc, jamais dans le rouge, jamais dans les hallucinations, quand même en maîtrise à peu près du truc.
mais avec le sentiment que voilà, déjà on avait puisé dans les réserves. Donc je me forçais à dormir. Alors le défaut, c'était que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on dormait beaucoup la nuit. Alors j'ai l'impression que c'est quand même un truc d'IMOCA actuel où il faut réussir à générer des moments de sommeil parce que comme ça bouge beaucoup, ça empêche de dormir. Donc, Quand tu dis beaucoup, c'est des phases de combien? De 1 heure, 2 heures? ouais, 1 heure, 2 heures, c'était assez classique, ouais. Ouais. On faisait pas des phases de trop. Enfin, je dis on parce que j'ai l'impression qu'on faisait à peu près tous la même chose, mais c'est pas bien. Je faisais sûrement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois. C'était assez classique. Et après, même des endormissements sans trop de réveil, ce que je faisais, c'est que j'avais un certain nombre d'alarmes sur les performances, la vitesse du bateau, du vent, les angles, quoi que ce soit, ce qui pouvait me réveiller, ou les rencontres avec un autre bateau s'il y en avait. Donc là, je me laissais plus de liberté d'aller faire un 3 heures, par exemple, avec un certain nombre d'alarmes en place, qui pour moi était quand même la meilleure façon de se reposer, parce que le petit fractionné, il use à la longue, forcément. Enfin, tu récupères pas très bien. Oui, puis t'as pas par rapport à des transats ou à des courses plus courtes, t'as quand même beaucoup moins de risque de collision avec d'autres bateaux. Oui, qui fait que sur une route du Rhum, on se réveille aussi régulièrement parce qu'il y a quand même un peu de trafic, quoi. Oui. Là, ce risque-là, il est quand même beaucoup plus faible, quoi. Oui, clairement. À partir de, je sais même pas trop quand, mais moi j'ai pas croisé grand monde en fait autour du monde, peut-être une dizaine de cargos ou quelque chose comme ça. Une autre question, jeune homme? Oui. Il me semble que tu n'étais pas loin d'avoir une collision au début de la course. Est-ce que ça a eu un impact sur ta manière de naviguer? Parce que du coup, pas tellement, j'ai l'impression, moi, comme tu as fini deuxième. Mais ouais, est-ce que tu t'es dit, voilà, quand même, faut que je régule un peu, faut que je fasse gaffe? Bah, non. Donc effectivement, tu as raison, je l'ai dit à l'arrivée, je ne l'avais pas dit avant, alors je l'ai un peu évacué, occulté. Ouais. Bon, c'était un truc. Enfin, hélas, quand tu navigues sur des bateaux comme ça, tu es souvent face au fait de ne pas vraiment voir où tu vas. Hein. Que tu aies mis des pare-brises ou pas devant ton bateau, ça ne change pas grand-chose. Donc, tu acceptes une certaine fatalité que la collision, c'est une possibilité. De la même manière que, alors peut-être pas toi, mais tes parents, quand ils prennent leur voiture, ils savent que potentiellement, au rond-point, s'ils le négocient mal ou quelqu'un d'autre le négocie mal, tu vas te rentrer dedans. C'est un peu pareil pour moi. Je n'ai pas une appréhension différente quand je prends ce bateau-là ou quand je prends ma voiture. Toujours est-il que là, dans la zone où j'ai eu le risque de collision, enfin le passage très proche d'un bateau de pêche espagnol, c'est un endroit connu qui était arrivé notamment à Quito, alors peut-être d'autres, enfin dans cette zone-là, mais c'est arrivé à d'autres endroits aussi, où les pêcheurs espagnols éteignent leur système d'identification. Et nous, ce qu'on a, c'est qu'en tête de mât, on a une caméra qui s'appelle Oscar, donc qui est surtout une caméra thermique, donc qui voit les sources de chaleur et qui normalement détecte très très bien les bateaux devant. Et ce qu'on avait fait, c'était qu'on voulait revenir du tour du monde avec les images de toutes les signalisations, enfin, j'ai pas le bon mot, pardon, tout ce que va repérer la caméra, en tout cas. Et le disque dur qu'on a branché dessus a fait planter le système. Sauf que là, on était au jour 2 et je m'en étais pas rendu compte. Et donc, après, forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est bizarre, Oscar, il a pas sonné. Alors que vraiment, c'est une aide incomparable aujourd'hui. C'est vraiment dur de naviguer sereinement sans. Et du coup, je l'ai redémarré et puis j'ai vu que, je sais pas, 2 jours plus tard, il était replanté, tu vois. Et donc là, j'ai commencé à le dire à terre. Je dis, il y a un problème, il y a Oscar qui plante tout le temps. Et là, ils m'ont dit, vas-y, essaye de débrancher le disque dur. Et forcément, après, ça marchait très bien. Comme quoi, tu vois, ça peut se jouer à pas grand-chose. Parce qu'à 20 mètres près, peut-être j'étais dans un bateau de pêche et à cause d'un disque dur qui faisait sauter entre guillemets, d'une modif de dernière minute, ce qu'on déteste faire en plus dans ces trucs-là. Mais voilà, il y avait une incitation à revenir avec de la donnée de détection. Et on a voulu jouer le jeu et ça a failli nous coûter très cher. Merci pour cette transparence. On va vraiment dans les détails. Est-ce que vous avez une autre question? On n'a pas eu les hooks de voile encore. Je le garde pour la fin. Ah d'accord, ok, merci, ouais, super.
Est-ce que la peur de la casse de ton bateau te suit pendant tout le Vendée Globe ou il y a un moment où tu dis c'est bon, là je suis serein? Non, elle te suit, elle est permanente. Clairement, quand tu pousses ces bateaux-là à fond, surtout avec l'usure, tu te dis, bah oui. Alors, je vais te dire, la pire, c'est celle du mât qui tombe. Parce que ça, c'est des pièces qu'on ne peut pas vérifier, c'est des pièces qu'on ne peut pas gérer en mer. Et il faut quand même savoir que c'est des bateaux, donc tout à l'heure j'en parlais en termes d'énergie, ça consomme, mais le bateau, il est vraiment sur alarme, et notamment tout ce qui est le gréement transversal, donc les outriggers, les haubans qui tiennent en latéral le mât. En bas, dans la coque, il y a 2 axes instrumentés, un de chaque côté bien sûr, qui mesurent la charge là-dedans. Et ça, c'est notre charge qui nous indique en gros où est-ce qu'on en est du mât. Et celle-là, elle sonne très régulièrement. Et pour te dire, sur ces bateaux-là, quand on est lancé assez fort, notamment avec une voile en tête, donc souvent le J0 par exemple, eh ben, on alterne entre l'alarme du galopant, donc du haubans latéral, et l'alarme de la bastaque. Et en fait, selon que le bateau il plante un peu ou qu'il charge un peu, bah, tu sonnes à gauche ou tu sonnes à droite, quoi. Donc, c'est pas une surveillance neutre. Et donc, ça, il faut vraiment se méfier. Et surtout, on le maîtrise mal. Et là, on va tomber sur les problèmes de hook, si vous voulez. Mais on maîtrise mal la fatigue des matériaux dans le temps, quoi. Et donc, faut savoir que ces pièces techniques, ces axes, par exemple, enfin, tout axe important du bateau qui tient un mât ou une pièce capitale du bateau, à chaque chantier, elle est démontée, elle est radiographiée pour voir s'il n'y a pas des micro-fissures ou des choses comme ça. Donc on a un vrai suivi des pièces. On n'est pas juste un jour elle est produite et elle est sur le bateau jusqu'à temps qu'on décide de la changer. Il y a un vrai suivi. Et donc bah, voilà, avec l'usure, avec 65 jours, bah, à la fin, forcément, tu te dis toujours un peu, bah, là j'espère juste que ça tient jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est normal, hein, ça fait partie du sport mécanique. Et puis, tu l'as un peu tout le temps, surtout dans les moments où ça va vite. Hein. C'est surtout ça, quoi. Puis après, c'est un peu un environnement permanent, parce que si tu veux, quand tu es dans le bateau, par exemple, si tu es dans la banette, dans la coursive, dans notre bateau, tu es dans le noir, à part les bruits et les sensations, tu n'as rien. Donc s'il y a un problème sur le bateau, qu'il y a un truc que tu n'entends pas, ben, tu vas le laisser se détériorer parce que tu ne l'as pas entendu. Donc tu es toujours en alerte du moindre bruit, la moindre anomalie et tout ça. Donc c'est hyper sollicitant mentalement de naviguer sur ces bateaux-là parce que c'est bruyant, c'est fragile. Tu peux ne serait-ce que oublier, tu vois, un boot ou une écoute qui claque en permanence sur la coque ou des poulies qui sont balayées. Enfin, il y en a des tonnes de scénarios. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu manœuvres, tu es obligé de vérifier que tout est bien en place partout, que les écoutes sont passées au bon endroit, que les poulies sont dans le bon sens, que les choses ne sont pas passées à l'arrière dans le safran, que tu as vraiment une gestion de la mécanique, de la technique permanente sur le bateau. C'est des bateaux que tu peux abîmer par mauvaise manipulation, quoi. Très rapidement, en fait. Très rapidement, ouais. Et c'est là où je disais au début, je pense que une partie du succès pour Charlie et moi, c'est de mener à très haut rythme des bateaux qui ont quand même une certaine fragilité et de se retrouver avec un bilan hyper positif à la fin, alors que ça va très très vite pour faire des dégâts, quoi. Il suffit d'une écoute qui soit mal passée à l'arrière, tu vires de bord, t'arraches des antennes, des poulies, des remontées de safran, enfin il y a des systèmes de partout, donc tu peux vraiment pas faire n'importe quoi si tu veux revenir avec le bateau en bon état. Et c'est un peu ce qu'on entend chez d'autres qui disent « Ah, il n'y a pas de chance, machin, truc ». C'est pas vraiment de la chance, en fait. C'est que il peut y en avoir, mais il y a beaucoup de méthodologie. Et de process, et de fiches de manœuvre. Ouais. Et toi, tu as tout dans la tête ou tu as Ouais. des fiches, un empannage, c'est 19 points et tu les fais dans l'ordre et tu les mentalises avant ou Non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ça, c'est les milliers de Les milles ordres, parce de Galif, quoi. Oui, carrément. Une question d'une demoiselle. Avez-vous un porte-bonheur? Un partenaire. Un Porte-bonheur. porte-bonheur. Pardon. Excuse-moi. Est-ce que j'ai un porte-bonheur? Ma maman, elle me donne des petits cailloux décorés qu'elle me met dans mes sacs à chaque fois. Donc ça, c'est peut-être un de mes porte-bonheurs. Écoute, je suis pas très porte-bonheur normalement, mais voilà, j'aime bien quand les gens ils me donnent des petites choses à emporter. Alors mes filles, elles m'avaient donné une peluche qui a fait, je crois,
depuis le Rhum avec moi. Donc il y a les aventures de Doudou en bateau. Ça c'est pour nous, on les publie pas. Mais écoute, non, c'est tout. J'avais mon caleçon fétiche quand même que j'avais vu. Voilà. Encore une très très bonne question. Comme quoi, Alors, c'est pas si bête. ce caleçon fétiche. Ouais. Un caleçon à 2 étoiles. Très bien. Tu le gardes et pour le jour où tu auras une Je l'ai troisième mis pour- solitaire ou je une l'ai mis troisième pour le route du jour Rhum, d'arrivée. tu coudras une troisième étoile. L'étoile était livrée avec la troisième étoile était livrée avec le caleçon. Effectivement. C'est un délire d'un copain, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait marrer. Et je l'ai trouvé dans mon sac le jour de l'arrivée. Du coup, je l'ai mis, je l'avais avec moi. Donc écoute, peut-être qu'il m'a porté bonheur. Donc il avait au moins un caleçon propre le jour de l'arrivée. J'étais très propre pour l'arrivée. Allez, une question encore. Justement, par rapport à cette voile qui a fini dans le foil, Ouais. c'était une erreur de process, c'était une erreur de hook, c'était quoi Excuse-moi. C'est le hook qui a cassé. Alors là, le sujet. Il arrive tout seul. C'est pas moi qui l'ai. Non, mais c'est bien. C'est un sujet intéressant à comprendre parce que j'ai bien vu le nombre de commentaires et tout ça, et ça mériterait une très belle explication. Et erreur de ma part, j'aurais dû vous en ramener un surtout et ramener celui qui est cassé. Ça a été d'autant plus intéressant. Comment ça se passe ? Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs déjà. Donc sur des hooks, on va dire, il y en a deux sociétés françaises, ça s'appellent Profurl ou Carver, qui ont des pièces à leur catalogue. Nous, on les appelle, ils viennent nous voir, on choisit des pièces avec eux selon les charges, les tensions qu'il va y avoir estimées dans le gréement. Alors, il faut savoir qu'on est sur des IMOCA, ça fait 20 ans qu'on fait de l'IMOCA, alors ils ont gagné en puissance, soit, mais c'est des pièces qui sont validées. Et donc là, il y a eu beaucoup de casses notamment chez Profurl, je n'ai pas l'historique total, donc je ne vais pas être précis, que l'on ne comprend pas forcément, parce que c'est des pièces qui sont historiques aux IMOCA. Elles sont là depuis des années. Nous, on avait fait 4 transatlantiques avec, il n'y avait pas de problème. Là, on en casse une. Il y en a eu d'autres de cassées chez d'autres. Et il y en a eu de cassées sur des bateaux à dérive, de la même façon que nous. Et donc là, on est plutôt dans un mode de questionnement, parce que ce n'est pas tout à fait... C'est pas les efforts supplémentaires générés par les foilers qui expliquent ça, puisque c'est les mêmes bateaux. Enfin, c'est les bateaux à dérive. Ouais, il y a moins d'efforts. Mais... Après, il faut savoir quel âge a la pièce. Et ça, c'est le truc que l'on ne gère pas, c'est la fatigue des matériaux. Et donc, une pièce... les hooks que nous, on utilise, mais qui étaient les modèles de beaucoup de bateaux, c'est des hooks pour un travail à 8 tonnes, c'était des ruptures à 23 tonnes. 23 tonnes, on n'atteint jamais ça, nous. Donc, clairement, ils ne cassent pas à 23 tonnes. On le sait. Par contre, il doit casser avec une usure, avec une utilisation qui n'est pas prévue ou une façon dont les forces s'appliquent dessus qui n'est pas prévue. Et donc, c'est ça que nous, on va essayer de comprendre. Donc, clairement, il n'y a pas assez de matière. Le truc, il n'a pas tenu. Mais ça peut venir aussi de la qualité du métal qui n'est pas la bonne parce que tous les lots d'inox ne sont pas testés. Enfin bon, c'est assez complexe comme problématique. Et en plus, pour la petite histoire, c'est des hooks qui avaient eu des casses, notamment pendant l'Ocean Race, si vous vous souvenez, sur Malizia. Il y avait dû en avoir d'autres, d'ailleurs. Et donc, une pièce qui avait été modifiée, renforcée. Enfin, ils avaient refait des nouvelles pièces. Et donc, c'est toujours le même problème. C'est que quand on renforce d'un côté, on sait qu'on crée un autre problème de l'autre côté. Et ça, c'est la difficulté de l'exercice où, en fait, nous, on navigue sur le prototype. On n'a pas de version 0 qui fait un tour du monde et puis après on l'améliore, ou comme les Formule 1, elles font des grands prix tous les week-ends et puis de week-end en week-end ils essaient d'améliorer. Enfin, malgré ça, eux aussi ils ont des casses de pièces. Donc c'est vraiment une problématique intéressante, à savoir que, juste pour expliquer, donc les hooks, il y en a 4 sur l'avant des mâts. Il faut différencier les hooks de grand voile des hooks de voile d'avant. Il y en a 4 et nous, chez nous, par exemple, c'est tous les mêmes pour des questions de redondance, c'est-à-dire qu'il y a des hooks en gros qui sont surdimensionnés pour tous correspondre au hook qui a la plus grosse demande. Par contre, ça veut dire qu'en pièce de rechange, moi j'en emportais qu'un seul et je pouvais aller piocher dans les autres si j'avais besoin. Donc on travaille ce côté-là. Donc il ne faut vraiment pas vous imaginer qu'on choisisse des pièces pour le poids. Moi je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas une course au poids absolue. D'ailleurs, je crois que c'est même pas la solution la plus légère de hook que l'on avait. On ferait vraiment ça en bonne intelligence, avec des historiques de pièces, avec des fournisseurs qui travaillent avec nous, mais on est dans le prototype et on est dans des bateaux
qui effectivement atteignent des vitesses 18 nœuds autour du monde, ce qu'on n'avait jamais fait. Donc des sollicitations qui sont d'autant plus grandes, avec un circuit qui est de plus en plus complet, parce que 4 transats en 2 ans, c'est très très lourd. Donc voilà, on arrive dans des domaines un peu pas inconnus, mais qu'on doit travailler en tout cas par rapport à la viabilité de nos bateaux. Et donc voilà, après, moi chez moi, elle casse, elle tombe dans l'eau, et puis après, je me suis juste battu pour la récupérer, pour pas la laisser aux poissons, parce que je trouvais ça un peu dommage. Voilà. Allez, une dernière question, avec le jeune homme qui avait posé la toute première. T'essaies d'être aussi bon que la première fois? Petit coup de pression. Allez, vas-y. Est-ce que vous avez aimé faire ce Vendée Globe, participer et cette 2e place? Tu es pas mauvais. Ouais, il est bon. Et écoute, ouais, carrément. Non, mais c'est génial. L'aventure, elle est extraordinaire. Une compétition aussi extrême autour du monde. Alors moi, c'est ma spécialité, c'est la voile, donc je connais pas les autres compétitions par cœur, mais où tu es poussé aussi loin dans tes retranchements, tu dois te mettre autant d'énergie, ça dure autant de temps, c'est aussi dur, tu vas dans des contrées aussi éloignées, ça n'existe pas. Donc c'est un challenge incroyable. Et ce qui est génial pour moi, c'est de pouvoir faire ces courses-là avec le niveau de voile que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir me battre aux avant-postes, de prendre du plaisir parce que je sais faire aller le bateau vite, je le manie bien, j'ai pas trop de problèmes à bord. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Et donc moi, je suis hyper content de l'avoir fait, hyper content d'avoir fait 2e. J'aurais pu être content avec d'autres places, mais celle-là, elle nous correspond bien, je trouve. On est tombé sur plus fort que nous avec Charlie et la Massif, mais il n'empêche qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Et voilà, et donc après se posera la question forcément d'y retourner. Je pose la question ou pas? Non, c'est non, trop tôt. Non, elle se posera. J'ai dit c'est au futur. D'accord. Non, mais du coup, c'est-à-dire que c'est pas à moi de la poser. Voilà, c'est ce que je. Non, mais c'est voilà. Quand je serai redescendu. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Johan. On peut t'applaudir un grand merci. Merci pour ton temps. On a pulvérisé les timings, mais t'avais l'air très dissert, donc j'ai pas hésité. Un grand merci. Merci en particulier à nos partenaires Arken et au défi Azimut. Merci aussi à toutes les équipes de la Cité de Laval qui nous ont accompagnés pendant ces 12 épisodes. Et c'est Xavier qui a dû faire 10 épisodes sur 12. Merci à toi. Merci à Violette et à Hermine de l'équipe Tip & Shaft qui étaient là ce soir. Et merci à vous d'avoir été si nombreux tout au long de ces 12 soirées. On frôle le millier d'inscrits à Pause Report Live. Donc c'était vraiment... super, un grand merci d'être venus aussi nombreux sur ces événements. Et dès mardi prochain, j'aurai le micro au taulier de Pause Report, qui ne sera pas live, qui est Axel Capron. Et on connaît, chose rare, déjà les invités, puisque ça sera la nouvelle bromance du Vendée Globe, Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci encore à toi, Johan. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.